Voici la plus grande usine de plastique de maïs au monde. Elle produit des granulés d'acide polylactique, le PLA, pour fabriquer des sacs, des bouteilles d'eau ou des emballages alimentaires. Ça fait 6 mois que j'essaie d'obtenir une interview et maintenant que je suis sur place, dans le Nebraska, ils me disent non. Mais je voulais vous la montrer. Avant, j'étais un consommateur invétéré de plastique. Tout était devenu jetable dans ma vie. Ma nourriture, mes meubles, et même mes copines et mon emploi. Un jour, j'ai suivi la trace d'un sac en plastique dans l'océan. Elle m'a entraîné dans une odyssée de 2 ans à travers le monde. J'ai risqué ma vie dans une décharge de Delhi. Trimballé 100 kilos de matériel de tournage dans le métro de Tokyo. Je me suis protégé de l'explosion de bombes à aérosols dans le fin fond du bush australien. Et en Hollande, j'ai assisté à l'autopsie d'un oiseau. J'ai visité les endroits les plus sales de la planète et les laboratoires les plus propres du monde. Un professeur de toxicologie m'a raconté comment sa famille et lui avaient banni les bouteilles en plastique de leur consommation. Le directeur de communication d'une entreprise de plastique m'a montré un tour de magie. J'ai rencontré un type qui vit dans un château en polystyrène et un PDG qui mange le plastique qu'il produit. Ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est riche en fibres. C'est bon pour le transit. Si le plomb des canalisations d'eau a peut-être précipité la chute de l'Empire romain, j'ai appris que nous aussi, nous mettons probablement l'avenir des générations futures en danger avec le matériau le moins cher, le plus résistant et le plus courant qu'on ait jamais inventé. Le plastique est un poison silencieux qui nous menace. Ce film est mon cri d'alarme. Deux hommes, 2 caméras, 2 ans. 5 continents, 12 pays, 160 000 kilomètres. Plus de 300 heures de vidéos, 10 000 photos. 1000 bouteilles en plastique, 200 chambres d'hôtel. 49 interviews, 9 usines, 6 décharges. L'odyssée du plastique. Je ne m'étais jamais posé de questions sur le plastique et son omniprésence. Et pourtant, il est partout. Dans mes draps en polyester, mes tongs en polystyrène et toutes mes affaires de toilette. Quand j'ai pris conscience de la quantité de plastique qui me passait dans les mains au cours d'une journée, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est sûr, le plastique est très pratique et garde ma nourriture au frais. Mais que devient-il une fois jeté à la poubelle? Plus je m'interrogeais, plus je constatais que c'était essentiellement un produit à usage unique, comme les billes exfoliantes de mon savon. On ne peut pas se passer de cette matière. Sans elle, je ne pourrais pas faire de film. Mais j'ai commencé à m'inquiéter. Quel est le prix de cette débauche de déchets? Et j'ai découvert que pratiquement aucun organisme vivant ne parvient à dégrader le plastique. Autrement dit, en dehors de la faible quantité incinérée, tout le plastique utilisé depuis son origine se retrouve dans la nature. Première étape de mon voyage, l'océan, l'endroit où tous les cours d'eau se déversent. Le plastique est le fléau des mers. Nos océans sont devenus une véritable soupe de plastique. Depuis 7 ans, le capitaine Charles Moore de la Fondation Algalita pour la recherche marine prélève des échantillons au beau milieu du Pacifique, dans des zones où les déchets de plastique s'accumulent. Il m'a invité à bord pour voir ce dépotoir marin de mes propres yeux. On met le cap sur le tourbillon du Pacifique Nord, la grande zone d'ordures du Pacifique. Et il nous a fallu une semaine pour arriver dans cette zone située à l'écart de toutes les routes de navigation. En cas d'incident, si un incendie se déclarait par exemple, ou si un passager tombait à l'eau, personne ne pouvait se porter à notre secours. Je me sentais minuscule et très seul.
Nous étions à plus de 1500 km des côtes américaines, au beau milieu d'une région à peu près aussi vaste que l'Europe de l'Ouest et appelée Tourbillon. Il y a 5 tourbillons océaniques dans le monde. Dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud et l'océan Indien. Ces tourbillons de haute pression sont créés par des systèmes météorologiques où les masses d'air s'accumulent. Elles forment une sorte de montagne qui pèse de tout son poids sur la surface de l'océan en creusant une dépression au centre de la zone. Au final, ce phénomène produit un tourbillon d'eau comme dans une cuvette de toilette. Il entraîne tous les détritus vers cette zone centrale qui est animée par un léger courant descendant et il se forme ainsi une zone d'accumulation. Notre objectif était le tourbillon du Pacifique Nord, également surnommé la grande plaque de déchets du Pacifique. De fait, 2 gros morceaux de plastique n'ont pas tardé à apparaître à l'horizon. Bucket lid. On n'a plus besoin de faire des courses. Il suffit d'attendre que les choses passent à notre portée. Une bouteille en plastique, alors que nous sommes à environ 7000 km des côtes de l'Asie. Voici un cache d'interrupteur dernier cri tout droit sorti du tourbillon du Pacifique. Et ça? C'est incroyable. Un néon intact avec une colonie de balanes en prime. Les nuits étaient courtes. On était ici pour chasser le plastique et je me suis tout de suite pris au jeu. J'avais l'impression d'être le sauveur de l'océan. Quand je ne filmais pas, j'étais sur le pont, une épuisette à la main et les yeux scrutant l'horizon. J'ai repêché des filets, des bouteilles, des seaux, des flotteurs de pêche, un tube néon, un rouleau de peinture, des emballages plastiques et toutes sortes de détritus. Je m'étais imaginé que cet endroit était une décharge flottante, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une succession de trucs, par-ci, par-là. Quand on se rend compte de la surface dérisoire qu'on est capable d'écumer et qu'on apprend de surcroît que le plastique qui flotte ne représente que la moitié des déchets, on commence à se faire une idée des tonnes de plastique qu'il doit y avoir ici. Selon les Nations Unies, il y aurait environ 18 000 déchets de plastique par kilomètre carré d'océan. Ce qu'on a ramassé là, il faut le multiplier par plusieurs millions pour se représenter tout ce qu'il y a réellement ici. Ce plastique-là a l'air cassant. Oui, il se casse comme du verre. Comme me l'a expliqué Charles Moore, les gros morceaux de plastique, comme ce bloc de polystyrène, peuvent flotter dans l'eau pendant des dizaines d'années, en se couvrant de baleines, de crabes et autres animaux marins. Et quelle est la position de l'industrie du plastique face à cette pollution de l'océan? C'est un problème considérable et nous le prenons extrêmement au sérieux. Je suis fermement convaincu qu'il repose en grande partie sur une question d'éducation. Il faut amener les gens à prendre conscience que la mort de ces albatros résulte directement de leur comportement. C'est à cause de leur comportement qu'on trouve des plages immondes où personne ne veut aller. Et la façon dont on se comporte est due à ce que l'on apprend dans les familles, à l'école, à l'église. Partout où l'on peut apprendre qu'on ne doit pas se conduire comme des cochons. L'industrie de la pêche est responsable d'une grande partie de ces déchets, mais 80% d'entre eux proviennent de la terre ferme. Les détritus qui finissent dans les caniveaux se retrouvent dans les rivières et se déversent en bout de course dans l'océan. Tous ne peuvent pas se récupérer avec une épuisette. En plongeant dans l'eau, en regardant autour du bateau, j'ai vu flotter des petits morceaux de plastique, grands comme des confettis. Sous l'effet du soleil et des vagues, le plastique finit tout de même par se décomposer, mais en petits morceaux seulement. Et il reste toujours du plastique.
Pour ramasser ces bribes de plastique, le capitaine Moore dispose d'un chalut spécial, appelé Ray Manta. Quand il a vidé le contenu du filet dans ses pots, j'ai enfin compris pourquoi il qualifiait l'océan de soupe de plastique. Pour des animaux marins, certains morceaux de plastique peuvent ressembler à de la nourriture, comme ces boules rouges aux airs de crevettes ou ces petites billes que l'on peut confondre avec des œufs de poisson. Voici l'élément de base de tous les objets en plastique. Ces granulés ou billes de résine synthétique. Voici Nelly la bille. Comme tous les membres de sa famille, elle est un granulé de résine. Le composant de base, l'ADN des bouteilles en plastique, sacs, pare-chocs de voitures et autres. Pompés sous vide, les granulés sont transportés par citerne dans les usines de production d'objets en plastique. À ce stade de leur vie, on peut en faire absolument n'importe quoi. What are you gonna be? I'm gonna be part of a computer. I'm gonna be a lunchbox. I'm gonna be a fire engine. I'm gonna be part of a guitar. I'm gonna be a race car. I'm gonna be a cell phone. Malheureusement, Ned n'en aura pas l'occasion. Nous allons peser cet échantillon d'eau pour calculer la proportion de plastique par rapport à celle du plancton. C'est la méthode que l'on emploie pour comparer la quantité de nourriture disponible dans l'eau par rapport à la quantité de plastique. Dans cet échantillon, en l'occurrence, je pense que la quantité de plastique est plus de 10 fois supérieure à la quantité de plancton. 10 fois plus de plastique que d'aliments naturels. Une aberration. Comment peut-on trouver davantage de plastique que d'organismes naturels dans un des endroits les plus isolés de la planète? Comment tout ce plastique s'est-il retrouvé ici? En fait, il a fallu 100 ans pour en arriver là. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, toutes sortes de matières plastiques sont mises au point pour parer à l'épuisement de certaines ressources naturelles. Les chimistes cherchent des solutions de substitution pour remplacer l'ivoire, la corne, la gomme-laque, le latex, le liège et la soie. C'est ainsi qu'ils découvrent comment transformer les sous-produits issus du raffinage du pétrole et de la distillation du charbon en une matière synthétique qui peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Objets, films, revêtements, textiles ou adhésifs. Et c'est précisément cette malléabilité qui fait tout l'intérêt du plastique. Plastic. Plastic. Plastic, man, come on. Quelle est la grande particularité du plastique? Sa durabilité, sa résistance à l'effet des acides. C'est une matière que l'on fabrique au niveau même de la molécule. Autrement dit, chaque type de plastique est fait sur mesure pour correspondre à une application particulière. Le plastique est un matériau fantastique qui permet de fabriquer une infinité de choses, que ce soit des valves cardiaques, des sacs ou des bouteilles. On peut moduler sa composition pour qu'il soit adhésif, qu'il se dégrade facilement pour fabriquer des médicaments. Les plastiques d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de nos grands-parents. C'est beau, tout simplement. Quel que soit l'objet en plastique qu'on achète, ou presque, à chaque fois on dit « Oh, c'est super !» C'est certainement l'un des produits les plus importants de ces 50 dernières années, vu toutes les choses incroyables qu'il a permis de fabriquer. Il s'adapte à tous les modes de vie, aux différentes cultures, aux variations de la mode. Il peut changer de couleur à volonté. C'est la terre glaise des temps modernes. Avec la Seconde Guerre mondiale, la demande de plastique augmente dans le monde entier et la production s'industrialise.
Pour répondre aux besoins de la guerre, la productivité était très élevée. Une fois la guerre terminée, il a fallu créer des débouchés civils pour que ces usines ne ferment pas leurs portes. Après 1945, les voitures remplacent les tanks sur les chaînes de montage. La production de plastique s'adresse aux consommateurs débordant d'optimisme de l'après-guerre qui veulent tourner la page des économies et du rationnement et s'émerveillent devant le nouveau mode de vie qu'on leur propose. Diversité, loisirs, libération des corvées quotidiennes, consommation et facilité des produits jetables. Une avalanche d'objets bon marché et de toutes les couleurs inonde tous les foyers modernes. Hear that? That's Tupperware's airtight promise to lock in flavor and lock out air. Les entreprises se sont jetées sur le marché du plastique, qu'il s'agisse de vendre des flamants roses ou des hula-hoops. Maybe this little thimble belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom. The kingdom of plastics. En 1955, le magazine Life a publié un article intitulé « Le mode de vie du tout jetable ». En photo, on voyait une famille modèle, et la thèse de l'article c'était « Vive les objets que l'on n'emploie qu'une fois et qu'on jette ». Grâce à eux, la mère de famille n'avait plus de vaisselle à faire, elle était libérée des corvées pour avoir une vie plus épanouissante et passer plus de temps avec les enfants et leur père. Synonyme de toc et de faux, le mot plastoc devient le cri de ralliement d'une génération écœurée par ce qu'elle considère comme la culture de l'artificiel. Mais les gens continuent néanmoins d'en acheter à l'appel. Entre les couches doublées de PVC, des vêtements en polyester, des emballages de hamburgers en polystyrène, le plastique se présente comme une matière qui coûte 3 fois rien et se jette après usage. Il devient donc rapidement on ne peut plus banal. En 1979, les États-Unis fabriquent déjà davantage de plastique que d'acier. C'est la nuit que le tourbillon océanique se met à vivre. Tous les soirs, l'océan est le théâtre de la plus grande migration de la planète. Méduses et autres animaux composant le plancton remontent des profondeurs pour venir se nourrir. En filtrant ainsi jour après jour près de la moitié de la colonne d'eau à travers leur corps, ils constituent d'excellents indicateurs de la quantité de plastique ingérée par les animaux marins. Le plastique dérive dans les océans où les animaux le confondent avec leur nourriture. Il est coriace et dur à digérer. Mais pire encore, il fixe les polluants gras comme les pesticides et les herbicides que les terres cultivées rejettent dans les rivières. Fâcheuse nouvelle pour Ned. Les granulés attirent les polluants comme des aimants. Hey, you don't look so good, Ned. 10% des plastiques flottant dans les océans sont composés de granulés. Et comme ces derniers ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des œufs de poisson, les animaux les mangent en les prenant pour de la nourriture. Hey, buddy. Buddy? Ah! Et quand un gros poisson mange un grand nombre de petits animaux qui ont tous ingurgité des granulés pollués, on obtient ce que l'on appelle une bioaccumulation qui se poursuit tout le long de la chaîne alimentaire jusqu'à nous. Everyone stay together. Stay together and we'll be all right. Oh no! He's got me! Fight, Ned! Fight! Whew. Man, that was close. Guys? L'action entreprise par le capitaine Moore pour évaluer la quantité de plastique échoué dans le tourbillon océanique a fini par retenir l'attention de Greenpeace, le géant de l'écologie. Et aujourd'hui, ces Zodiacs bien connus pour s'être opposés au harpon des chasseurs de baleines servent aussi à ramasser les déchets de plastique. On dirait un bidon. L'eau que je fais sortir de ce flacon s'écoule par des traces de mâchoires qui ont été faites par un petit requin, à mon avis.
Comme la Raymanta de Charles Moore, mais avec une plus grande capacité, cet engin baptisé à juste titre le bidule jaune est l'appareil conçu par les militants de Greenpeace pour récolter les minuscules morceaux de plastique brassés par les vagues. J'ai toujours su qu'il y avait du plastique qui flottait sur l'océan. Quand j'étais petit et que j'allais à la plage, je me souviens que je trouvais toutes sortes de trucs fantastiques à regarder, ou pour faire des jeux. Il n'empêche que lorsque j'ai commencé à récupérer les déchets en mer, j'ai été abasourdi par tout ce qu'on pouvait trouver. Et c'était la même chose pour le reste de l'équipe. L'eau ici a l'air d'être pure comme de l'eau de source, et pourtant personne ne passe par ici. Mais quand on descend dans l'eau et qu'on regarde de plus près, on se rend compte que la surface est entièrement recouverte de plastique. Tandis que nos aliments ressemblent de plus en plus à du plastique, les animaux marins confondent de plus en plus leur nourriture avec le plastique de l'océan. Mais quelle est l'ampleur réelle de ce problème ? Au travers de mes recherches sur Internet, j'ai découvert un biologiste nommé Jan van Franeker qui a disséqué l'estomac d'oiseaux marins du monde entier. Grâce à lui, j'ai obtenu une place aux premières loges pour assister à l'autopsie d'un fulmar boréal, un oiseau qui passe la majeure partie de sa vie en mer. À ma demande, Jan van Franeker m'a emmené faire le tour de Texel, son île natale. Je m'attendais à y trouver des détritus de plastique. À ce stade de mon enquête, je savais que j'en trouverais aussi ici, mais je ne pensais vraiment pas en voir autant sur les plages. En lui disant que je voulais rester pour tout nettoyer, il m'a expliqué que la bataille était perdue d'avance. Lait pour chat Whiskas. Un sac poubelle spécial. La mer rejette ici environ 7 à 8 kilos de déchets par jour et par kilomètre de plage. Dans 90% des cas, Jan van Franeker trouve du plastique dans les oiseaux qu'il dissèque. En moyenne, la quantité s'élève à 0,6 g, ce qui correspond pour un être humain à une boîte d'une vingtaine de centimètres. Le maximum qu'il ait constaté est de 20 grammes. Pour un homme, ça représenterait environ 2 kilos. C'est vraiment énorme. Il a fallu que Jan van Franeker ouvre l'oiseau mort sous mes yeux et en sorte un morceau de plastique dur pour que je me rende vraiment compte. Je vais ouvrir ça et le rincer. On a des morceaux de plastique relativement durs, des granulés de résine industrielle, de gros morceaux de plastique jaunâtre, pas mal de choses. La quantité est importante, au-dessus de la moyenne. Je dirais qu'il y en a plus d'1 gramme. Et différentes sortes de plastique, du polystyrène et de minuscules morceaux de sacs en plastique. Cette accumulation de plastique dans le tube digestif peut affecter la santé des oiseaux et leur capacité de reproduction, m'a expliqué Jan van Franeker. Et comme Charles Moore, il redoute que les produits chimiques absorbés par le plastique aient des effets encore plus dévastateurs que ces morceaux coincés dans leur estomac. Ces fulmars ingèrent manifestement toutes sortes de déchets. Et il est évident qu'une partie des substances qu'ils contiennent passe dans leur sang. Et parmi elles, des produits chimiques toxiques. Hideshige Takada m'a emmené sur une plage japonaise. En l'espace d'une demi-heure seulement, nous y avons ramassé plus de 400 granulés de résine avec l'aide enthousiaste des bénévoles locaux. Une fois dans son laboratoire, Hideshige nous a montré le processus long et complexe qu'il applique pour analyser les substances chimiques absorbées par le plastique. L'explication dépassait largement mes compétences, mais j'ai compris un détail important. Nous avons comparé le taux de PCB, les polychlorobiphényles, dans les granulés et dans les eaux environnantes. Et cette comparaison montre que le facteur d'accumulation est de 1 million.
En d'autres termes, tous ces produits chimiques restent dilués dans l'océan jusqu'à ce qu'ils rencontrent du plastique. Ces minuscules confettis, une fois chargés d'1 million de fois plus de molécules chimiques que l'eau environnante, deviennent des pilules de poison qui peuvent s'infiltrer dans toute la chaîne alimentaire. Et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier, surtout en faisant cuire mon steak de thon. Mais une petite minute. Toutes les semaines, je jette mon plastique usagé dans la poubelle à recycler. J'en remplis même 3 en l'occurrence. Le recyclage n'est-il pas censé éviter tous ces problèmes ? À Toronto, au Canada, la ville où j'habite, nous avons un programme de recyclage pour traiter le papier, le verre, le métal, le plastique et les déchets organiques. Alors, qu'est-ce qui va réellement à la décharge ? En Amérique du Nord, le recyclage s'applique essentiellement au plastique de type 1 et 2. Et seulement moins de 40% de ce qui est produit parvient en fait à être recyclé. Le reste finit dans les décharges avec les déchets alimentaires et les vieux journaux et y reste pendant des siècles. Car les sites d'enfouissement des déchets sont des dépôts hermétiquement fermés. En l'absence d'oxygène et de micro-organismes adéquats, rien ne peut se décomposer. Le recyclage du plastique pose donc 2 problèmes. Le premier est qu'il est léger, mais se compacte mal. Il prend donc beaucoup de place, aussi bien dans les bacs à recycler que dans les camions poubelles. Et le second est le mélange des matières. Comme les producteurs et les recycleurs ne jouent pas dans la même cour, les recycleurs ne sont jamais sûrs de la nature des produits qu'ils reçoivent. On peut très bien avoir des emballages en polyéthylène haute densité qui ont un couvercle en polypropylène ou une capsule en aluminium avec une bague en acier par exemple. C'est un véritable casse-tête du point de vue du recyclage. À l'heure actuelle, je ne peux envoyer aucun produit tel quel pour qu'on fabrique autre chose avec. Les produits peuvent comporter jusqu'à 6 sortes de plastiques différents et plusieurs types d'alliages métalliques. Les consommateurs les jettent dans leur bac à recycler, mais s'ils arrivent comme ça chez nos clients qui sont en bout de chaîne, ils nous appellent en disant « ça ne va pas ce que vous nous livrez ». Alors on est obligé de faire machine arrière et de dire aux gens qu'on ne peut pas prendre tel ou tel type de déchets. Et ça crée des problèmes avec le fabricant qui proteste en disant que son produit est presque intégralement recyclable. Pas à 100% certes, mais il faut le collecter quand même. Cette bouteille a une rondelle en polypropylène. On en trouve de toutes les sortes, comme on peut le voir sur cet autre flacon. On a aussi des petits flacons comme celui-là qui ont des becs verseurs et des bouchons d'un tout autre type de plastique. Il y a vraiment un problème de cohérence qu'il faut absolument régler. Qui a trouvé la bonne solution ? Au Danemark, plus de 90% des bouteilles en plastique sont recyclées. La cible semble prometteuse. Première étape, on met la bouteille dans la machine. Pour inciter au recyclage, les Danois ont instauré une mesure très convaincante, la consigne. En attribuant une valeur à ces emballages, ils réduisent considérablement la pollution due au plastique. Les bouteilles sont acheminées dans des centres de recyclage gérés par l'État pour être triées et renvoyées aux fabricants, comme Carlsberg ou Coca-Cola. Chez Coca-Cola, les bouteilles sont même lavées pour être réutilisées jusqu'à 20 fois. Le système est très efficace mais ne fonctionne que pour certains types de bouteilles. Le reste des emballages plastiques danois va chez cet homme. Il passe tout au broyeur pour faire des pots de fleurs ou autres objets utilitaires. Jusqu'à présent, les municipalités échouent lamentablement dans leurs efforts de recyclage. Dans la chaîne collecte, tri, revalorisation des emballages, les entreprises de recyclage sont incapables de faire face à la multiplicité des types de plastique. Le verre, c'est simple. On en trouve 3 sortes. Vert, transparent ou marron. Mais avec le plastique, la diversité est sans limite. Les Danois eux-mêmes reconnaissent que de plus en plus de bouteilles à usage unique envahissent le marché et qu'une grande partie des autres déchets plastiques finit dans les incinérateurs. Évidemment, il était impossible qu'au cours de mon odyssée du plastique, je passe au Danemark sans rendre visite à un vieil ami d'enfance.
J'espérais qu'on me laisserait jouer quelques heures dans l'usine avec les célèbres briques. Au lieu de cela, on m'a montré des chaînes d'assemblage robotisées. J'ai appris ainsi que Lego avait abandonné le PVC dans les années 80 et que toutes les pièces défectueuses étaient recyclées. J'ai tout de même trouvé des traces de pollution sous la forme de granulés de résine ou de confettis de plastique. Et d'un autre côté, qui jette ces Legos? Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les plastiques jetables. À Houston, au Texas, je suis allé voir Henry Sullivan. Quand la ville a décidé d'arrêter son programme de recyclage, Henry Sullivan a pris le relais. Tytech, son entreprise, récupère tous les types de plastique usagés pour les fondre et fabriquer un seul et même produit, des traverses de chemin de fer qu'il vend à des compagnies ferroviaires du monde entier. On pose plus de 15 millions de traverses de chemin de fer par an en Amérique du Nord. Non seulement ils débarrassent les industries de leurs vieilles palettes en plastique, collectent les flacons de médicaments et les pneus, mais en plus, ses voisins s'adressent aussi à lui. Un de mes voisins qui avait lu un article sur ce qu'on fait est venu ici et m'a dit « Moi aussi je faisais du recyclage et j'y crois vraiment. Mais j'ai tout arrêté car tout le monde s'en fiche. J'ai du plastique, ça peut vous servir ?» Et évidemment j'ai dit oui. Ces traverses sont censées durer plus longtemps que le bois. Elles ne craignent pas les termites, sont recyclables à l'infini et, avantage suprême, toutes les traverses de chemin de fer du monde ont la même taille. Autrement dit, un seul moule suffit pour les fabriquer. C'est le contribuable et la population en général qui paie les frais de mise en décharge de tous ces déchets. Ça ne correspond pas à un poste budgétaire clair et net dans les comptes de l'État, mais ça représente une somme colossale. Si on annonçait que l'année prochaine on allait planter 20 000 arbres, nettoyer la nature de centaines de millions de bouteilles et de sacs en plastique et recycler 750 000 vieux pneus, ce serait un formidable succès pour l'écologie. C'est précisément ce que nous faisons ici. Non pas parce que nous sommes les bons samaritains de l'écologie, mais parce que ces déchets sont la meilleure source de matières premières pour notre production. L'agriculture est une autre activité qui utilise des tonnes de plastique. Quand on traverse une région agricole, on s'en aperçoit rapidement. Dans l'Oregon, des montagnes de ficelles alliées les bottes de paille, de caisses pour plantes et de films plastiques de toutes sortes arrivent chez Allen Youngsma, patron de la société Agriplace. Il traite ainsi 18 millions de tonnes de plastique par an, soit environ 15% des déchets de l'État de l'Oregon. Broyées et compactées en ballots, les cordes servent à fabriquer des pare-chocs et des garnitures de camions. Les caissettes, elles, sont hachées en flocons qui sont envoyés dans des entreprises fabriquant de nouvelles caisses et autres pots et godets. Tant que ces pots peuvent être recyclés en passant par notre entreprise, leur cycle de vie peut se répéter en boucle pendant des années. J'ai toujours cru que le recyclage consistait à réutiliser une chose sans en changer la forme. Peut-on toujours parler de recyclage lorsqu'on fabrique des pots de fleurs avec un certain pourcentage de plastique recyclé? Lorsqu'on fait fondre toute une cargaison de plastique pour obtenir un seul produit final? Transformer des bouteilles en film et en emballage, est-ce à proprement parler du recyclage? N'est-ce pas plutôt ce que l'on appelle du décyclage? Décyclage, c'est-à-dire transformer un produit en un autre de qualité inférieure. Un procédé qui n'empêche pas de continuer à fabriquer de nouveaux objets en plastique. Ma pauvre tête commençait à bourdonner comme si je butais contre un mur. Le moment était venu de recycler une petite bière. Je connaissais une entreprise dont j'étais sûr qu'elle pratiquait le recyclage au pied de la lettre. Depuis des années, Patagonia fabrique de célèbres fourrures polaires avec des bouteilles en plastique usagées. À première vue, ce n'est pas du décyclage. Et le prétexte était tout trouvé pour retourner en Californie. Un homme nu. On est tous nés comme ça.
Comme je l'ai appris, ce fabricant de vêtements de sport haut de gamme, bien connu pour son engagement écologique, a largement dépassé le stade des bouteilles en plastique. Cette veste est entièrement en plastique recyclé. Pour la fabriquer, on utilise environ 2% de bouteilles et 98% de plastique divers, comme des vieilles chaises de bureau, des rideaux de douche et toutes sortes de choses qui paraissent a priori impossibles à recycler. En d'autres termes, Patagonia récupère tous les plastiques usagés pour les recycler en vêtements neufs. Ce système qui fonctionne en boucle a tout du modèle idéal de recyclage. Encore faut-il trouver le moyen d'inciter les gens à rapporter leurs vieux anoraks molletonnés. Une entreprise y parvient sans problème. Interface, un fabricant de revêtements de sol basé en Géorgie, aux États-Unis. Tous ceux qui ont déjà mis les pieds dans un bureau ou un aéroport ont certainement déjà marché sur l'un de leurs produits. Mais bien souvent, on ignore que nos tapis et moquettes sont gorgés de plastique. La fabrication des revêtements de sol consomme beaucoup de produits dérivés du pétrole. Nos moquettes, par exemple, contiennent 5 types de polymères différents. Le plastique le plus coriace à éliminer est le vinyle du support. Conséquence, les moquettes représentent un pourcentage considérable des déchets jetés à la décharge. La société Interface a mis au point une technique appelée Cool Blue. Tous les composants plastiques sont recyclés pour fabriquer de nouvelles moquettes dans des machines alimentées en énergie par le méthane de la décharge locale. Une solution d'avenir pour Interface. Nous en sommes convaincus. Les décharges sont les puits de pétrole de demain. Nous allons les exploiter pour récupérer les plastiques qui servent à notre système Cool Blue et à d'autres dispositifs analogues. À Nairobi, au Kenya, j'ai visité l'entreprise Unique Eco Design. Son concept, transformer les déchets en trésors, comme ces rubans de sacs plastiques qui sont tricotés pour faire des sacs à main fantaisie. Le Kenya fait partie des 5 pays africains qui ont décidé de bannir le sac en plastique soit totalement, soit à partir d'une certaine épaisseur. Car il y en a tellement ici qu'on le surnomme la fleur nationale. C'est un problème considérable et très préoccupant. Et actuellement, le gouvernement met des mesures en place pour réduire la quantité de sacs en circulation. Mais Unique Eco ne s'intéresse pas seulement aux sacs plastiques. L'entreprise récupère aussi les tuyaux et les tongs en plastique. Oui, les tongs qui sont ramassés sur les plages et dans les villes. Des villageois les découpent en petits cylindres et les envoient ici pour en faire des coupes, des rideaux ou des bijoux. D'autres encore sont poncés et taillés en objets divers et variés. Si l'argent ne rentre pas encore à flot dans les caisses, les ressources d'Unique Eco sont sans limite. Surtout que le Kenya ne dispose pas de véritable infrastructure de recyclage et que les fabricants de chaussures ne s'intéressent guère au problème. Une des façons de contribuer à la récupération du plastique est d'aider une entreprise comme la nôtre à recycler ses déchets. Nous avons les moyens de récupérer ce que d'autres n'utilisent pas. Si le fabricant de chaussures qui produit une grande partie des tongs vendus ici nous aidait à recycler leurs produits, on ferait un grand pas en avant. Pour Taréni Bwana Ali, cette inaction est une motivation supplémentaire. Le message que je voudrais transmettre est que c'est à nous tous de trouver une solution à ce problème mondial. Nous l'avons créé, c'est à nous de le résoudre. Voilà mon message. Quel décalage entre la quantité colossale de plastique produite aux États-Unis, environ 50 millions de tonnes par an, et la proportion dérisoire qui est recyclée, 5% seulement peut-être. Que faisons-nous du reste de tous ces détritus ?
Je savais que les entreprises de recyclage occidentales avaient du mal à faire face à la concurrence des pays où la main-d'œuvre est bon marché. De ce fait, une grande partie de nos déchets plastiques sont vendus en Chine et en Inde. J'étais donc curieux de voir ce qu'ils en font et comment ils s'en sortent avec les leurs. L'Inde est un immense bazar organisé. Bien que vivant dans une ville de 5 millions d'habitants, j'ai été sidéré par la foule, les embouteillages, la pollution, mais aussi par la beauté du pays, l'architecture, les couleurs et les visages. Il me fallait un endroit calme pour me détendre pendant quelques jours et planifier mon programme. J'ai donc mis le cap sur une petite ville de l'Himalaya où j'ai appris rapidement que les sacs en plastique d'une certaine épaisseur étaient interdits. Les commerçants se sont empressés de me montrer qu'il y avait d'autres solutions. De toute évidence, les sacs en plastique fins ne valent pas grand-chose et échouent partout dans la nature. Dans les villes, ils bouchent les égouts et provoquent des inondations. Les vaches les mangent dans les décharges et finissent par se bloquer l'estomac et mourir d'une mort lente et douloureuse. Vous voyez là des animaux sacrés de l'Inde qui mangent les détritus. Nous sommes tombés si bas que nos animaux sacrés doivent manger les détritus pour survivre. Proscrire ces sacs est une mesure qui a aussi été prise à Vasco de Gama, dans le sud-ouest de l'Inde. En 2006, la ville les a totalement interdits. Elle a même distribué gratuitement des cabas en toile fabriqués avec le jute cultivé dans la région. Conseiller municipal de la ville, Elvis Gomez, a alors découvert la puissance de l'industrie du plastique qui a forcé le gouvernement à définir clairement ce qu'est un sac en plastique. Le gouvernement a donc défini ce qu'est un sac plastique portable. Il s'agit d'un sac muni de 2 anses ou d'une ouverture qui permette de le tenir. Si c'est une simple poche, ce n'est pas un sac portable. Voici un sac plastique portable. Un sac qui se porte à la main, par les anses. D'autres modèles ont une ouverture ici, pour glisser la main. Mais celui-là, ce n'est pas un sac plastique portable. Parce qu'on ne peut pas le porter comme ça. Il faut le prendre comme ça. Techniquement, on est donc coincé. Interdire les sacs en plastique me paraissait une solution un peu extrême. Mais Parvinder Singh, de l'association Toxic Link, m'a emmené voir la plus grande décharge à ciel ouvert de Delhi. Et j'ai saisi l'ampleur du problème. Ce n'est pas uniquement un problème d'hygiène ni d'environnement. Non, comme vous pouvez le constater vous-même, c'est aussi un problème de gestion. La quantité de déchets plastiques que nous générons n'est pas une mince affaire. C'est énorme, monumental. L'Inde est le 2e pays le plus peuplé du monde. Delhi est une ville qui a une croissance extrêmement rapide et la production de déchets plastiques croît à la même vitesse car personne n'a encore sonné l'alarme sur l'ampleur réelle du problème. On décharge ces déchets, comme vous pouvez le voir, sur une population qui lutte rien que pour survivre au jour le jour. Des personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour, qui n'ont rien à eux, pas de maison, rien. Ils vivent dans la décharge. Ce feu qu'on voit là-bas brûle 24 heures sur 24. Il est alimenté essentiellement par les déchets de plastique qui sont inflammables et rejettent ainsi de la dioxine à longueur de journée. On peut venir ici à n'importe quel moment de la journée, c'est toujours pareil. Ce feu ne s'éteint jamais. L'Inde recycle 60% de tous ses déchets de plastique, alors que nous n'en recyclons que 5%.
Le matériel informatique usagé en constitue une grande partie. Imprimantes, ordinateurs, écrans et autres composants électroniques. Tout est réutilisé. Les circuits imprimés sont démontés, le plastique usagé est brûlé, le métal récupéré. Tout est mis en pièces détachées et conservées. Si vous avez besoin d'une petite vis pour le ventilateur de votre ordinateur, ou si vous avez perdu la lettre A de votre clavier, vous êtes sûr de tout retrouver ici. This motherboard, 3-4 motherboard, scanning, cartridge, plastic. This also, all kind of motherboards. En traversant certains quartiers de Bombay, j'ai vu des chaises en plastique et des bâches de récupération transformées en cabanes. Avec un quart de la population en dessous du seuil de pauvreté, rien n'est jeté. J'avais l'impression que l'Inde avait trouvé une solution au problème du tout jetable. Mais si tout est réutilisé, pourquoi voit-on des décharges sauvages sur le bord des routes et des dépôts d'ordures qui débordent d'emballages usagés? Selon Plastindia, une organisation des professionnels du plastique, ce n'est que le début. Les villes indiennes se modernisent et construisent des centres commerciaux partout. Et là où les grandes chaînes de distribution font leur apparition, la consommation d'emballage ne peut qu'augmenter. On ne verra jamais quelqu'un de la classe moyenne qui produit pourtant des monceaux de déchets plastiques, et encore moins quelqu'un de la classe supérieure venir dans cet endroit et s'horrifier devant tous les déchets. Mais tout ça vient des classes aisées et non des pauvres. Les familles pauvres, elles, ne gaspillent pas. Le niveau de consommation de l'Inde est très loin derrière celui de l'Occident. Mais à l'heure où le pays s'engouffre dans la mondialisation, l'industrie du plastique fait l'apologie du tout jetable. Or, l'Inde n'a pas l'infrastructure nécessaire pour gérer ce type de déchets. L'Inde a une population immense et tout le monde se met à consommer de plus en plus d'emballages. L'Inde est en train de devenir une société de consommation. Avec cette énorme population, si on se met tous à jeter à tort et à travers, sans penser au tri sélectif et au recyclage, les détritus vont inonder l'Inde. Pour ralentir le déluge, Anita Ahuja essaie de valoriser le plastique jetable. Conserve India, l'ONG qu'elle a créée, récupère les sacs en plastique dans toute la ville de Delhi, les nettoie et les transforme en sacs fantaisie, en chaussures et en bijoux qui sont vendus dans le monde entier. On récupère environ 3 à 4 000 sacs plastiques par jour. Et on en lave 1500 à 2000, ça dépend des fois. Quand il y a beaucoup de commandes, on embauche des personnes supplémentaires. Et on peut même laver 5000 sacs dans la journée. Anita Ahuja est une lueur d'espoir dans cette misère. Grâce à son action, 400 personnes gagnent un salaire qui leur permet de vivre. Une école a été construite pour leurs enfants et des ouvriers ont appris un métier dont ils sont fiers. C'est un honneur pour moi de faire sa connaissance. Je vous parle de l'Inde qui est en pleine croissance, alors qu'ici, c'est tout tranquille. Jusqu'à présent, la condition sine qua non du recyclage, c'est le tri. Qu'il se fasse par système optique ou à la main, le recyclage est tributaire d'une phase de séparation des différentes sortes de plastique qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Payer des employés pour trier les bouteilles, les boîtes de conserve et les journaux frise le ridicule. Une entreprise du Tennessee a décidé de se débarrasser de l'étape du tri. On récupère tous les déchets, tels que vous les jetez dans votre poubelle. Les bouteilles en plastique et en verre, les boîtes de conserve du repas de la veille, les couches sales, tout ce que vous jetez chez vous dans votre sac poubelle. On charge tout ça à la pelleteuse et on le vide directement dans notre système. L'entreprise Westaway utilise un système automatique pour séparer le métal et le verre, et tout le reste est déversé dans un four à vapeur à très haute température qui transforme tout en une matière inerte appelée flocon. C'est un excellent terreau. On le met en sachet ici et on le vend à des pépiniéristes. Mais ces flocons servent aussi à fabriquer d'autres choses. Le banc sur lequel je suis assis est fait entièrement en déchets recyclés. Nous pouvons également moduler notre produit en lui ajoutant du plastique recyclé pour augmenter sa solidité et fabriquer des lattes de plancher par exemple. Westaway réutilise ainsi 90% des déchets de la commune.
La société envisage aussi de faire du carburant avec ces flocons et elle est convaincue qu'il est possible d'exploiter les vieilles décharges pour en fabriquer des objets utiles. L'idée est séduisante, mais faire pousser mes légumes sur des flocons de déchets de plastique me fait un peu peur, sachant que certains plastiques sont fabriqués avec des produits chimiques toxiques. C'est pour cela que, personnellement, je ne bois pas de bière dans un verre en plastique. J'aime beaucoup la bière, mais pas dans un gobelet jetable. Le plastique dégage des produits toxiques. Les odeurs de vinyle qu'on respire dans une voiture neuve, toutes ces effluves que le tableau de bord en plastique envoie dans nos narines, libèrent des hormones synthétiques dans notre organisme. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like a starless night sky. Sometimes I feel like a starless night sky. Sometimes I feel like a starless night sky. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like a salmon swimming dry. Sometimes I feel like a salmon swimming dry. Sometimes I feel like a salmon swimming dry. A long way from home. A long way. À ce stade de mon enquête et de mes réflexions, je voulais rencontrer un expert de la chimie des plastiques. C'est ainsi que je suis allé voir David Busby dans son ranch du Texas. Professeur de génétique à l'université, il a analysé les échantillons d'eau des rivières de la région et découvert des quantités alarmantes de DEHP, le diphtalate, le plastifiant le plus couramment utilisé dans le monde. Les plastifiants sont des produits chimiques que l'on mélange avec le plastique lui-même. Au départ, le plastique est une matière rigide. On ne peut pas le façonner. C'est pour cela qu'on lui ajoute des plastifiants qui permettent de lui donner la forme qu'on veut en employant différents procédés. Ces produits font aussi partie de la famille des phtalates. Ils sont pratiquement partout. Dans les cosmétiques, les emballages alimentaires, les poches de sang, les peintures murales, l'enrobage des médicaments, même dans l'eau des robinets. David Busby a exposé des cultures cellulaires à ces phtalates. Les résultats sont inquiétants. Ces substances dérèglent, à la hausse ou à la baisse, la fonction, l'expression des gènes dans l'organisme. Tous les phtalates que vous avez analysés ont le même effet? Oui, absolument tous. En clair, ces produits peuvent perturber le développement du corps tout entier, du cerveau jusqu'au système immunitaire. David Busby sait qu'il faut effectuer de plus amples recherches avant de tirer des conclusions définitives. Il s'inquiète néanmoins de la quantité de plastique qui nous entoure. Les inconnus sur ces produits dépassent très largement nos connaissances. Le problème est extrêmement sérieux et très franchement, il me fait plutôt peur. J'étais terrifié par les informations de David Busby, mais aussi frustré que tant de données restent anecdotiques et que tant de liens de cause à effet soient difficiles à démontrer.
Un fait est néanmoins sûr et certain. Ces substances pénètrent bel et bien dans le corps humain. Aux États-Unis, une récente enquête des autorités sanitaires montre que pratiquement tous les Américains soumis au test ont du bisphénol A dans leurs urines. Et les enfants sont ceux qui en ont le plus. Robert Krebs, dans le Middle West, fait justement des recherches sur cette molécule. Et je sais que Frédéric Fomsal, si je ne m'abuse, a fait des travaux sur le sujet. Le bisphénol A, ou BPA, est le principal composant chimique du polycarbonate. C'est un plastique dur et transparent. On l'emploie pour fabriquer les lunettes de soleil, skis, biberons, CD, résine dentaire et le revêtement intérieur des boîtes de conserve de soupe et de légumes. On constate des cas de cancer de la prostate, des tumeurs précancéreuses dans les glandes mammaires des animaux. On observe aussi une production anormale de sperme chez les mâles, des anomalies du développement du cerveau, des troubles du comportement social, des cas d'hyperactivité, d'agressivité extrême, des difficultés d'apprentissage. Ce n'est pas le fait de manipuler un CD qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète vraiment, ce sont les 3 millions de tonnes de polycarbonate que l'on jette dans les décharges. Quel que soit le type de bisphénol A, les quantités auxquelles on peut être exposé sont si infimes qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, aucun risque pour la santé humaine. Je vais vous citer un chiffre qui va certainement vous paraître abstrait. Mais il suffit de moins d'un millième de milliardième de grammes de l'hormone naturelle appelée estradiol dans un millilitre de sang pour modifier le développement et le fonctionnement de certaines cellules du corps humain. Et c'est exactement la même chose pour cette molécule de synthèse qu'est le bisphénol A. C'est ce que l'on appelle la théorie de la faible dose. Une petite quantité d'une substance chimique toxique peut être plus dangereuse qu'une dose élevée. Une théorie que l'industrie du plastique a beaucoup de mal à comprendre. Quand on y réfléchit sérieusement, c'est toute la science qui marche sur la tête. Normalement, quand cette quantité-là rend malade, une quantité plus petite rend moins malade. Mais là, on dit que plus la quantité est infime, plus elle est dangereuse. C'est le monde à l'envers. On inverse tout. Ça tombe sous le sens, effectivement. Qui vous a dit ça? Un scientifique ou un membre de l'administration? Un directeur de communication. Ah, un directeur de communication. Quand vous écoutez un présentateur à la télé, vous croyez toujours tout ce qu'il dit? Est-ce que l'industrie ment? Parfaitement. Elle fait tout pour protéger ses bénéfices. L'industrie du tabac paie aujourd'hui le prix fort pour avoir fait ça pendant longtemps. L'industrie du plastique le paiera aussi un jour. J'ai du mal à concevoir qu'un millième de milliardième de grammes de cette substance ait la capacité de perturber le développement de l'organisme. Mais j'ai appris qu'à l'origine, le bisphénol A est un oestrogène de synthèse mis au point dans les années 30. On a découvert plus tard qu'il pouvait servir à faire du plastique. Mais si ce produit est dangereux pour notre santé, alors pourquoi en mettons dans le plastique? Dans d'autres pays comme en Europe, où les phtalates sont déjà interdits, ces informations ont conduit l'Union européenne à décider qu'il fallait les supprimer définitivement. Au Canada, le ministère de la Santé a également lancé une enquête sur la présence de bisphénol A dans le sang. Malheureusement, ils n'ont pas voulu m'accorder d'interview sur les produits toxiques contenus dans le plastique. Dans ma province de l'Ontario, William Schottick m'a invité dans sa ferme. Géochimiste à l'université de Heidelberg, en Allemagne, il étudie la présence de métaux lourds dans les carottes de glace. Il a découvert un composant inattendu dans les bouteilles en plastique. Une matière appelée antimoine, qui est employée dans la production du PET, le polyéthylène terephthalate. Ayant trouvé de l'antimoine dans ce plastique, je me suis demandé s'il avait une influence sur l'eau.
Il m'a emmené dans sa ferme car l'eau de la nappe phréatique est ici plus pure que celle des carottes de glace millénaires de l'Arctique et fournit les échantillons les plus limpides qu'il puisse trouver. La bouteille est presque pleine, je la bouche. Munis de ces flacons en plastique remplis d'échantillons d'eau, nous avons pris l'avion pour l'Allemagne et le laboratoire stérile de William Schottig pour chercher d'éventuelles traces d'antimoine. Son assistant nous explique le procédé. Pour faire des mesures, on prend l'échantillon de liquide qui est aspiré par un nébuliseur qui le pulvérise sur un plasma très chaud. Tous les éléments présents sont alors ionisés. Ils sont ensuite concentrés pour extraire les ions qui passent alors à travers l'analyseur de masse, qui est dans le cas présent un aimant très puissant. Et enfin, à l'extrémité du tube de circulation, un multiplicateur d'électrons analyse le signal obtenu. On parle de l'antimoine. L'antimoine est un catalyseur, mais chimiquement, il est lié au polymère. Il ne peut pas s'en extraire. On ne peut pas le dissocier. Il fait partie intégrante du polymère. Il est donc impossible de le filtrer ou de le faire sortir. Sur les 200 bouteilles que nous avons testées et plus de 100 marques d'eau différentes, environ 2 ou 3% ne contaminent pas l'eau avec l'antimoine. Bien que les niveaux mesurés soient inférieurs aux limites autorisées aux États-Unis, certains dépassent le seuil fixé par le Japon, qui a de ce fait commencé à remplacer l'antimoine par le titane. Faut-il vraiment s'inquiéter devant des valeurs de l'ordre de quelques milliers de milliardièmes, alors que les autorités environnementales et médicales ont fixé un seuil limite au milliardième? Notre corps n'en a pas besoin. C'est comme le mercure, le thallium, le cadmium ou l'arsenic. Ces produits n'ont aucune fonction physiologique. Ils ne peuvent donc pas être bénéfiques. Soit ils n'ont aucun effet, soit ils ont un effet négatif selon leur concentration et l'espèce touchée. Ces appareils de laboratoire bizarroïdes et les écrans d'ordinateur affichant des données incompréhensibles n'étant pas très parlants pour moi, j'ai demandé directement aux scientifiques ce que ces découvertes avaient changé dans leur vie quotidienne. Nous n'achetons pas d'eau ni de boissons en bouteilles plastiques. Je n'utilise pas de plastique à base de polycarbonate. Je ne mange pas d'aliments en boîte de conserve. Pour la cuisine, je n'utilise plus de casseroles en téflon, mais uniquement des récipients en verre. Mes lunettes contiennent du polycarbonate, mais je ne les lèche pas. Je les lave à l'eau. C'est un véritable problème. Je ne sais pas ce qu'il faut conseiller. Comment éviter tous ces produits? Je ne sais pas. Que faut-il faire? The city heat can taint your sweat and leave you just a silhouette. It's sometimes easy to forget that. Well, every day's the best one yet. 'Cause we get high and we get low. Round and round the circle goes. Darkness does what darkness knows. It's time to let the darkness go. I pass some kids out on the street. I watch them dance and move their feet like little puppets on a string. They're all tired and everything. 'Cause we get high and we get low. Peut-on vivre sans plastique? Certes, ça me forcerait à mieux manger. Mais est-il vraiment réaliste d'envisager une vie sans plastique pour une famille moyenne? Qu'est-ce qui peut changer le comportement des consommateurs? Qu'est-ce qui peut conduire l'industrie à valoriser ces matériaux au lieu de les destiner à la poubelle? Peut-être faudrait-il afficher le prix du polyéthylène à côté de celui du pétrole. L'opinion générale est que soit on fait quelque chose de bien pour l'environnement, soit on nuit à l'environnement. Les gens ont des préjugés contre le plastique parce qu'à l'origine, il est issu de la pétrochimie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, le plastique est produit à partir du gaz naturel.
Mais le gaz naturel est aussi un combustible fossile. Ses ressources sont limitées et il est tributaire du cours mondial du pétrole. La première chose à faire est peut-être d'éviter que les plastiques finissent dans les décharges ou dans la nature. Ne pourrait-on pas utiliser les déchets plastiques comme source d'énergie? Nous avons ici du polyester, du PET issu de l'industrie textile. Avec la pyrolyse, on peut transformer cette matière en pétrole. Ce liquide ici peut remplacer l'essence dans une voiture. Et ce goudron peut être distillé et servir à fabriquer des produits pétrochimiques. Chimiste à l'université de Hambourg en Allemagne, Walter Kaminski a perfectionné un procédé appelé pyrolyse. Dans cet enchevêtrement de tubes, de compresseurs et de distillateurs, il peut retransformer le plastique en pétrole. Les plastiques sont fabriqués avec du pétrole brut et des dérivés de pétrole. Ici, nous les fractionnons en petites molécules qui peuvent être employées dans les travaux de recherche pétrochimique ou dans l'industrie. Pour Walter Kaminski, l'intérêt de la pyrolyse ne se limite pas à la production d'énergie. Avec l'huile de styrène qu'il extrait de déchets de polystyrène, un bio-ingénieur irlandais cultive des bactéries qui produisent du plastique. Voilà ce qu'elle mange. Kevin O'Connor cultive des bactéries qui raffolent de la délicieuse huile de plastique de Walter Kaminski. Elles en remplissent leurs cellules, grossissent et se multiplient à vue d'œil. Une fois qu'elles sont bien dodues et repues, et probablement sur le point de faire une sieste, Kevin O'Connor extrait le contenu de leurs cellules et le transforme en plastique. Nous n'employons pas la biotechnologie pour fabriquer des bactéries mutantes. Nous utilisons des organismes présents dans le sol sans aucune modification génétique. Ils font ça naturellement. Notre intervention consiste à les apporter en laboratoire, les placer dans une cuve à fermentation et leur dire « Voilà une source de nourriture que vous aimez. Fabriquez-nous du plastique. » Ce plastique est sans aucun risque toxique et 100% biodégradable. Autrement dit, dans les conditions appropriées, chaleur, oxygène et micro-organismes, il se décompose intégralement. Kevin O'Connor espère que ses premières applications seront médicales et il étudie déjà d'autres types de déchets plastiques pour nourrir ces petites bestioles. Pour l'instant, notre cible est le polystyrène, car il y en a des millions de kilos qui finissent tous les ans dans les décharges. Le volume est si important qu'aux États-Unis, l'Agence pour la protection de l'environnement le considère comme l'un des pires polluants. Le travail de Kevin O'Connor est à la pointe de la science et devra certainement attendre plusieurs années avant d'être produit à grande échelle. Mais il existe déjà des plastiques à base de plantes sur le marché, des bioplastiques connus depuis aussi longtemps que leurs cousins dérivés du pétrole. En 1941, Henry Ford avait même présenté une voiture en plastique de soja. Évidemment, l'attaque de Pearl Harbor mit un terme au projet. Mais aujourd'hui, le prix exorbitant du pétrole remet les bioplastiques sur le devant de la scène. Les bioplastiques sont renouvelables, recyclables, se décomposent sans laisser d'autres traces que du CO2 et de l'eau et peuvent servir à soutenir l'industrie locale. NatureWorks est le plus grand fabricant de bioplastique du monde. Avec Cargill, un géant de la culture du maïs, il a construit une gigantesque usine dans le Nebraska. L'acide polylactique, ou PLA, un plastique à base de maïs qu'ils produisent, sert à fabriquer des emballages alimentaires, des bouteilles, des serviettes hygiéniques, des couches, des chaussettes, des chemises, de la moquette ou des articles de literie. Comme les autres polymères, on peut l'incinérer, le mettre en décharge ou le recycler chimiquement. Mais en plus, on peut aussi le composter. Je crois que derrière tout ça, il y a ce que j'appellerais une idée préconçue, un vieux préjugé, qui veut que toutes les matières plastiques soient des dérivés de combustibles fossiles et de pétrole. Et ces entreprises profitent de cette vieille idée reçue. Si tel est le cas,
Pourquoi certaines grandes entreprises cherchent-elles à s'affranchir des hydrocarbures en se tournant vers les bioplastiques? J'ai été surpris d'apprendre que chez Sony, les boîtiers des célèbres Walkman sont faits avec le plastique de maïs de Naturworks. Et les PlayStation sont emballés dans du polystyrène expansé qui se recycle avec l'huile extraite de la peau des oranges. Tout le monde sait aujourd'hui que le pétrole est une ressource limitée, dont les réserves ne vont pas tarder à s'épuiser. C'est pourquoi le groupe Sony veut faire œuvre de pionnier dans son domaine, en employant ce plastique d'origine végétale. De son côté, NEC, le géant de l'électronique, produit un téléphone portable biodégradable en plastique de maïs et de kénaf, une plante voisine du coton. Nous avons créé ce téléphone pour qu'il soit recyclable. Si on le brûle, il ne dégage pas de gaz toxique. Et s'il est enterré dans le sol, il se décompose naturellement. Il a donc été conçu pour qu'on puisse éliminer ces déchets de façon différente. Enfin, les choses avancent. Des entreprises peuvent donc gagner de l'argent sans rejeter de produits toxiques dans l'environnement, ni dépendre des combustibles fossiles. Mais est-il vraiment envisageable de remplacer tout le plastique à base de pétrole par du plastique végétal? Suffisamment de terres sont-elles disponibles pour produire du bioplastique? D'après nos évaluations, avec 10 000 mètres carrés de terre, on peut produire 2 à 3 tonnes de bioplastique. D'après les experts, ici en Europe, il y a environ 30 millions d'hectares de terres cultivables disponibles. Autrement dit, on pourrait produire environ 60 millions de tonnes de bioplastique en Europe. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que la consommation actuelle de l'Europe. Nous consommons aujourd'hui 40 millions de tonnes de plastique et nous pourrions en produire 60. J'ai trouvé sur le marché d'autres types de bioplastiques fabriqués à partir de pelures d'orange, sirop d'érable et même de dioxyde de carbone. À Baltimore, dans un institut de recherche dépendant du ministère américain de l'Agriculture, Justin Barron exploite des déchets de l'industrie de la volaille, les plumes de poulet. Nous fabriquons du plastique avec les protéines des plumes de poulet. Nous récupérons également la glycérine issue de la fabrication du biodiesel pour 2 usages différents. D'une part, on l'emploie comme additif dans la fabrication de ce polymère et d'autre part, elle sert à produire un polyester par réaction avec de l'acide citrique. Cet homme utilise donc des déchets pour produire un plastique qui est en concurrence directe avec le plastique issu du pétrole. Il y a 5 ans, il était la risée de l'industrie du plastique. Mais avec l'augmentation du prix du pétrole, son institut de recherche est devenu un rival sérieux. On peut le manger. Je ne vois aucune contre-indication. C'est juste des protéines, de la kératine, et elle va forcément se dissoudre quelque part. Pas dans l'estomac, mais quelque part dans le tube digestif. Mais je ne sais pas où. J'ai du mal à mâcher, c'est trop dur. Ça n'a aucun goût. C'est la première fois que je teste, mais ça n'a absolument aucun goût. Justin Barron est loin d'être aussi séduit que le PDG de Plantic en Australie, qui mange régulièrement les plastiques qu'il produit. La meilleure façon de convaincre les sceptiques que le plastique de Plantic est à la fois fonctionnel, écologique et sans aucune toxicité, c'est de prendre un emballage, de l'écraser et de dire « il a les mêmes propriétés que le plastique, le même aspect que le plastique et la même texture, mais quand on verse de l'eau dessus, il se dissout. Et pour finir, j'en prends un morceau et je le mange. » L'entreprise Plantic fabrique un plastique à base d'amidon de maïs qui fond dans l'eau, contrairement aux autres bioplastiques qui nécessitent de la chaleur pour se décomposer. Mais Brendan Morris n'encourage pas pour autant les gens à jeter leur emballage dans la nature. Certains de nos produits portent le slogan « Plantic, la solution à la pollution ». Notre plastique est totalement biodégradable. En 8 semaines environ, il est réintégré dans la biomasse de dioxyde de carbone et d'eau. S'il se retrouve dans une rivière ou dans la mer, il se dissout instantanément. Et puisqu'il n'est pas toxique, personne ne craint rien.
Vers la fin du voyage, Charles Moore m'a invité à faire une halte à Hawaï. Une occasion rêvée d'oublier les aéroports et les autoroutes et de passer quelques jours à me reposer sur une belle plage de sable blanc. Put your foot down, put your foot down. When they come to push you around, put your foot down. Put your foot down, put your foot down. When they come to push you around, so we dug in our heels and waited. I kept all our hopes baited. So all we would say. Cette plage est l'une des plus isolées d'Hawaï. Et elle a été nettoyée 3 mois avant notre arrivée. Voilà ce que rejette le tourbillon du Pacifique. Enfin, ce qu'il vomit sur la côte. Et ce n'est qu'un petit échantillon de ce qui flotte dans l'océan. C'est la vue de cette montagne de détritus qui m'a inspiré l'idée de ce film. Et ce sont tous ceux qui se battent contre ce désastre qui resteront à jamais dans ma mémoire, même si tous n'ont pas pu figurer dans cette histoire. J'ai rencontré des bénévoles infatigables qui nettoient des endroits loin de tout. D'autres qui ont inventé des outils spéciaux pour traquer les déchets dans les villes. J'ai rencontré des producteurs de plastique qui se mobilisent pour réduire la perte de granulés dans leurs usines et à l'extérieur. Des artistes qui transforment les déchets en haute couture ou en œuvres d'art brut. En Inde, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui lançait la première société de sacs en bioplastique. Et en Australie, un ancien producteur de plastique m'a montré sa nouvelle gamme d'emballages bio. De nombreuses associations écologistes proposent des idées simples pour consommer responsable. Et un scientifique a créé un nouveau champ de recherche, la chimie verte, où les questions de toxicité, de biodégradabilité et de recyclage président à l'invention de nouvelles matières. Si le marché propose des solutions plus sûres, pourquoi ne pas les adopter? Si on peut fabriquer du plastique indéfiniment recyclable, les décharges deviendront peut-être inutiles. J'espère vous avoir montré qu'on peut mieux faire. La chose à ne pas oublier, c'est qu'en tant que consommateurs, nous n'avons rien fait de mal, contrairement à ce que certains représentants de l'industrie du plastique peuvent dire. Et sincèrement, je ne pense pas non plus que l'industrie ait créé délibérément un produit toxique et indestructible. Le plastique et ses belles promesses a emporté tout le monde dans son tourbillon. Fini les contraintes de la nature et du temps. Mais aujourd'hui, un siècle s'est écoulé depuis la création du plastique. Il est temps de repenser notre relation aux matières synthétiques. Comme vous l'avez vu, de nombreux experts sont également de cet avis. Merci de votre attention. Êtes-vous écologiste? Est-ce que je suis écolo? Est-ce que je suis quoi? Un écologiste. Absolument. C'est un... Un écologiste? Je me définis comme un scientifique. En quelque sorte. Ah, elle est excellente. Un écologiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je suis ingénieur chimiste. Je suis chimiste. Bonne question. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui.
J'ai décidé de me consacrer à un travail écologique et je crois que c'est la voie à suivre. Vous me demandez si je suis écologiste? Oui, bien sûr, absolument. Je suis même un écologiste congénital. Je ne sais pas si je me définirais comme tel, mais je ne veux pas nuire à l'environnement. Je ne veux que du bien. Oui, je suis écologiste. Il n'y a pas d'écologiste plus convaincu que moi. Je suis d'accord avec de nombreux combats écologistes et je fais partie du groupe écologiste de mon comté. Absolument. Je ne parle pas aux arbres, si c'est ce que vous voulez dire. Non, au sens où vous l'entendez-vous. Oui, je suis écologiste, bien sûr. Je dirais que certains diraient que suis-je écologiste? Absolument. Nous sommes agriculteurs et les agriculteurs sont les premiers écologistes. Oui, mais pragmatique. La plupart de mes amis disent que je suis un baba végétarien qui parle aux arbres. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux dans ce genre. Et plus nous serons nombreux, mieux la planète se portera. Says she, you all must be the change you wish to see. If I talk must speak, by my walk is weak, show me just how to be the change I wish to see. I endeavor to shed light on blindness, speak my mind with patience and kindness. You know what I'm doing, I'm scoping for hope. There's no better time than to share how we're coping. It's not our own Mama Earth's timeline. We all have our own steady rate of decline.